Les événements historiques relatés dans cette série sont traités plus en détail dans le livre Allah, la patrie et les ancêtres, disponible sur Amazon et dont le lien figure en description. Dans la péninsule arabique, le sultanat d'Oman est le point de départ de notre histoire. C'est de là qu'à partir du XVIIe siècle, les Omanais ont choisi de mettre le cap sur l'océan Indien pour prendre possession de la côte est de l'Afrique, de Zanzibar et des îles voisines. Jusque-là dominé par les Perses, Zanzibar offre un immense champ de possibilités aux sultans d'Oman, qui vont y exploiter une multitude de matières premières et principalement les épices, mais aussi l'ivoire, et ils vont également pratiquer une intense traite des esclaves. Zanzibar devient un comptoir commercial international de premier plan. L'île bénéficie des connaissances ancestrales de peuples autochtones comme les Nyamwezi dans l'exploitation de l'ivoire et de nouvelles routes commerciales sont investies. Elles s'appuient sur des marchés locaux comme Bagamoyo, Kazembe, Ujiji ou Nyangwe par lesquels la marchandise transite avant de faire route vers les 4 coins de la planète. L'élite de la société à Zanzibar se compose de membres de la famille régnante et de riches marchands, descendants des premiers Perses et Omanais arrivés sur l'île. Leurs unions avec des Africaines autochtones font apparaître un important métissage à Zanzibar. La langue arabe y rencontre le persan des marchands qui les ont précédés, qui se mêlent rapidement aux nombreuses langues bantoues parlées sur la côte africaine. Cette symbiose donne naissance au swahili, la langue des gens de la côte. L'une des routes empruntées par les caravanes les fait quitter Zanzibar, d'où elles emportent leurs marchandises sur le continent via le grand port de Bagamoyo. Puis elles passent par le comptoir de Tabora pour ensuite rejoindre Ujiji et enfin rallier Nyangwe. Cette cité de l'est du Congo, dans le Maniema, est le plus grand marché aux esclaves de la région au XIXe siècle. En 1840, le sultan d'Oman, Saïd bin Sultan, décide de déplacer sa capitale et sa cour à Zanzibar. Les épices, notamment le clou de girofle, et la demande toujours plus importante en esclaves et en ivoire, font prospérer économiquement et politiquement les Arabo-Swahili. Ces gens venus de Zanzibar ne vont plus se contenter de transiter à l'intérieur des terres, mais ils vont s'y implanter durablement. Au Congo, leur influence s'exerce sur la moitié du territoire dans la seconde partie du XIXe siècle. Dans le Maniema, à l'est du pays, ils font de Kasongo leur capitale politique, alors que Nyangwe fait figure de capitale économique. Ils fondent des cités qui deviennent leurs places fortes, chacune dirigée par un chef arabe selon le modèle zanzibarite. Les Arabo-Swahili importent les systèmes des mashamba, techniques de plantation pratiquées à Oman, et introduisent de nouveaux produits comme le sucre ou encore le riz, mais ils construisent aussi les premières mosquées du Congo. Les Africains affranchis venus de la côte sont appelés Bangwana, les gens libres, en opposition aux esclaves. Le Swahili qu'ils parlent est le Kingwana, la langue des gens libres. En pénétrant au Congo, les premiers peuples autochtones avec lesquels les Arabes entrent en contact sont les Lunda au sud-est, les Tetela entre la rivière Lomami et le fleuve Congo, et les Baluba. Certains sont influencés par le mode de vie des Arabes, dont la foi musulmane en un Dieu unique est incompatible avec les religions traditionnelles.
Des autochtones, par mimétisme, se convertissent à l'islam, prennent des noms swahili et adoptent leur style vestimentaire. Alors que l'islam interdit de réduire des musulmans en esclavage, des mualimas accompagnent les caravanes pour enseigner la religion aux esclaves et porteurs. Les échanges commerciaux avec les chefs africains et les liens tissés avec les Européens présents dans l'océan Indien dotent certains marchands zanzibarites d'un pouvoir politique et commercial digne de véritables sultans. Parmi eux, Hamid bin Mohammed al-Mujrebi, plus connu sous le surnom de Tipo-Tip en référence au bruit de son fusil qu'il armait ou à un tic de clignement d'yeux qu'il avait. Présent au Congo depuis les années 1860, il a fait valoir de prétendus droits ancestraux pour être nommé sultan de l'Outetela. À la tête d'un important trafic d'ivoire, mais aussi d'esclaves, il fait figure d'autorité politique et économique dans l'est du Congo. À ses côtés, Mohammed bin Khalfan ou Rumaliza, l'exterminateur. Sultan d'Ujiji, il incarne la face la plus sombre d'esclavagistes qui, par les razzias, mettaient à feu et à sang les villages les plus récalcitrants à traiter avec eux ou ceux qui n'honoraient pas leurs engagements. En dépit de leurs crimes, les Arabo-Swahili étaient indispensables aux explorateurs comme David Livingstone ou Henry Morton Stanley qui firent appel à leur logistique pour les missions qu'ils menaient au Congo pour le compte des royaumes européens. En 1883, au Maniema, Wananzige, le frère de Tipo-Tip, fait face à une révolte des populations autochtones qui va s'étendre jusque dans l'Outetela. Tipo-Tip fait intervenir un fidèle allié autochtone pour mater la rébellion, Gongo Lutete, un jeune Koussou appuyé par une puissante armée arabe. Des explorateurs comme Livingstone vont documenter et rapporter à l'Europe les crimes et la persistance de l'esclavage pratiqué par les Arabes au Congo. Un système qui leur a pourtant profité dans leur traversée du pays, permise par la connaissance du terrain et les moyens matériels des esclavagistes. En 1885, lors de la conférence de Berlin, alors que les puissances européennes procèdent au partage et au découpage du continent africain, la question du Congo est évoquée. Léopold II, roi des Belges, souhaite s'approprier ce territoire mystérieux, présenté par une propagande féroce comme soumis à la barbarie des Arabes, à l'encontre de peuples indigènes rustres et obscurantistes qu'il faudrait évangéliser et civiliser. Léopold II fonde l'État indépendant du Congo et en fait sa propriété personnelle. Le lieutenant Camille Kokila crée la force publique, une armée de soldats africains commandés par des officiers européens et surtout belges qui déploient un réseau de stations militaires sur tout le territoire. Du côté des Arabes, Rumaliza est un partisan du djihad contre les forces européennes, s'inspirant de la révolte des Mahdistes en cours au Soudan, opposant les autochtones aux forces anglaises et égyptiennes. Comme les Mahdistes, l'islam des Arabo-Swahili est soufi, ils appartiennent à la Tariqa Qadiriya et en font la première confrérie du Congo. Le 24 août 1886, la station de l'État indépendant du Congo, au Stanley Falls, fondée par Henry Morton Stanley et baptisée à son nom, est attaquée par les troupes de Rachid bin Mohammed, neveu et lieutenant de Tipo-Tip, chef de la cité d'Issangi. L'hostilité grandissante des Arabo-Swahili contrarie Léopold II, dont les expéditions sont amenées à contourner les territoires des musulmans pour emprunter des routes périlleuses. La situation se présente en 1887 avec l'opération de sauvetage de l'explorateur Emin Pacha, alors pris au piège dans l'Équatoria, province soudanaise dépendant de l'Égypte, et cela en plein soulèvement mahdiste. Sur ordre du roi Léopold, Stanley se rend à Zanzibar, où Tipo-Tip se ravitaille en armes et en munitions en vue d'organiser la résistance face aux Belges, au Stanley Falls et au Maniema. L'explorateur américain y négocie avec lui la mise à disposition de porteurs pour l'expédition, ainsi qu'un passage sécurisé sur son territoire au Congo. L'accord obtenu vaut à Tipo-Tip le titre de gouverneur des Stanley Falls et de haut fonctionnaire de l'État indépendant du Congo. Son autorité est reconnue par Léopold et le Zanzibarite reconnaît en retour celle du roi des Belges.
Des armoiries spécialement dédiées sont officialisées, arborant des versets du Coran relatifs au respect des pactes conclus et de la justice. Dans l'opinion européenne, la reconnaissance de l'autorité de Tipo Type et sa nomination comme gouverneur font scandale, compte tenu de sa réputation d'esclavagiste. Dans les rangs des Arabo-Swahili également, ce pacte signé avec les infidèles déplaît à certains lieutenants de Tipo Type, de plus en plus isolés dans son propre camp. Quant à l'expédition de sauvetage d'Emin Pacha, si elle a pu ramener l'explorateur sain et sauf, elle a subi de nombreuses attaques sur son parcours et enregistré d'importantes pertes humaines. En 1890 à Lusambo, dans le Sankuru, le poste militaire européen fraîchement installé par Paul le Marinel est attaqué par Ngongo Lutete et une armée de 500 guerriers. L'allié de Tipo Type est mis en déroute par Francis Danis, capitaine commandant de l'armée belge, et 200 soldats africains de la force publique. Alors que les traités conclus avec des chefs autochtones permettent à Stanley et aux agents de l'EIC de gagner davantage de territoire, les Européens lancent des campagnes militaires contre les positions et les places fortes des sultans arabes du Congo. En alerte, les musulmans vont s'organiser pour défendre leurs ressources et leur intégrité territoriale, en allant vers la guerre ouverte contre les forces du roi Léopold II.